Excellent, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais présenter en français, but all the slides are in English. So, feel free to ask any question in both official language at the end if you have any. Donc, je présente les résultats de l'activité de la Clé Belt pour faire un peu plus simple. Voici l'équipe de recherche. Donc, c'est une collaboration entre la Commission géologique du Canada et différents ministères et organismes provinciaux. Également en collaboration avec des unités et groupements de recherche, des universités, pardon, et groupements de recherche. Donc, je vais débuter avec un rappel. Qu'est-ce que c'est la Clé Belt? La Clé Belt est une région naturelle du Canada qui est constituée de sédiments à grains fins, des sédiments glaciolacustes qui forment une vaste plaine qui est située dans le nord-est de l'Ontario et le nord-ouest du Québec. Donc, à votre droite, vous avez la carte des matériaux superficiels du Canada, à laquelle j'ai mis un polygone qui indique grossièrement la région de la Clé Belt, donc en mauve, les sédiments glaciolacustes, qui sont recoupés par endroits par des sédiments de réavancée glaciaire. Je vais en parler un peu plus tard. Il s'agit d'une des dernières grandes régions de sol arable encore non exploitées dans le nord-est de l'Amérique du Nord, d'où son importance. Comment s'est-elle formée? La Clé Belt s'est formée il y a environ 10 000 ans, donc entre 10 000 et 8 200 ans avant aujourd'hui, lors de la déglaciation, avec le retrait des glaces vers le nord. Un barrage de glace s'est créé sur la baie du Tson, ce qui a permis l'accumulation de vastes volumes d'eau de fonte. Si on compare, par exemple, avec les Grands Lacs, on voit qu'en termes de superficie, c'est de loin supérieur, et en termes de volume, on parle d'environ 7 fois le volume des Grands Lacs. Donc, le lac a existé pendant environ 2000 ans jusqu'à sa disparition il y a 8200 ans. Et dans ce lac se sont mis en place des sédiments, différents types de sédiments, et majoritairement des sédiments d'eau profonde, glaciolacus, que l'on appelle des varves. Varves qui sont intéressantes d'un point de vue scientifique, puisqu'elles peuvent être mesurées, comptées et corrélées entre elles pour établir une chronologie à haute résolution, chronologie annuelle. Et c'est comme ça qu'on sait que l'histoire du lac, le lac a duré pendant environ 2000 ans. Donc, c'est une plaine glaciolacus qui n'est pas uniforme, qui est ponctuée de nombreux affleurements rocheux de sédiments fluo-glaciaires, souvent mis en place sous la forme d'esquerres, donc de longs cordons sinueux composés de sable et gravier, également de sédiments de récurrence glaciaire et sédiments post-glaciaires, majoritairement des dépôts organiques. Pourquoi s'intéresser à l'enclave argileuse? De par son fort potentiel agricole et forestier. Également, avec les changements climatiques et les modélisations qui ont été faites par le groupe Ouranos récemment. Donc, ces modélisations montrent que d'ici 2050, la température moyenne annuelle de l'Abitibi-Témiscamingue devra augmenter de l'ordre de 2,9 degrés Celsius. Ça devient donc très intéressant, point de vue agricole, du fait que ça augmente le nombre de degrés jour et également augmente le nombre de jours sans gel, ce qui permettrait éventuellement à de grandes cultures comme le maïs et le soya d'être viables sur de grandes superficies dans cette région. Et donc, impératif en amont de ces changements profonds, de bien comprendre la géologie de surface, également de mettre à jour nos connaissances à ce sujet, tout ça dans le but de bien informer les décisions qui devront être prises en termes d'aménagement du territoire, également d'adaptation au changement climatique et de gestion de la ressource, puisque qui dit agriculture dit gestion de la ressource en eau. Christine en a glissé un mot un peu plus tôt. Donc, dans ce cas-là, on parle des eaux souterraines en Abitibi. Donc, le but de notre activité est également de supporter les différents projets d'acquisition des connaissances à cet effet. Donc, avec ces changements, les changements profonds envisagés dans l'enclave argileuse, il y a plusieurs opportunités qui se présentent, essentiellement en termes agricoles et forestiers. Donc, à votre droite, vous retrouvez en transparence la carte des dépôts superficiels du Canada, sur laquelle j'ai juxtaposé la carte qui montre les différentes étendues de terres agricoles pour l'Est du Canada. Donc, l'agriculture dans l'enclave argileuse représente moins de 5 du territoire qui est présentement en culture. Et si on compare avec les basses-terres du Saint-Laurent qui vont grossièrement d'Ottawa jusqu'à Québec et qui représentent 50 de l'agriculture de la province, on voit qu'il y a un potentiel énorme en termes de superficie potentiellement cultivable. Et du côté ontarien, si les terres de l'enclave argileuse étaient mises en culture, il y aurait un potentiel de doubler l'agriculture de la province. Donc, encore là, significatif. Et ici, une image vaut mille mots. Donc, avec les opportunités viennent également des défis. Ici, l'image, c'est une image satellite à haute résolution qui montre le secteur du lac Abitibi et l'enclave argileuse juxtapose
et s'étend sur deux entités administratives, soit le Québec et l'Ontario, et on voit en termes juste, simplement en termes d'utilisation du territoire, les grandes différences entre les deux provinces. Et ces disparités dans l'utilisation du territoire ont fait en sorte qu'au fil du temps, les données qui ont été collectées, que ce soit les données géologiques, pédologiques ou même agronomiques, sont différentes. Donc, lorsqu'on veut étudier dans son ensemble l'enclave argileuse, on se doit donc de traiter avec ces disparités dans les données. Un autre défi qui peut paraître un peu insignifiant, mais quelle est l'étendue réelle de l'enclave argileuse et des dépôts à grains fins potentiellement cultivables? Il y a beaucoup d'études et de travaux antérieurs qui utilisent souvent la même référence, qui est la carte glaciaire du Canada. Donc ici, j'ai mis en mauve les sédiments qui représentent l'enclave argileuse. Le problème avec la carte glaciaire du Canada, c'est que ce sont des dépôts glaciaux lacustres non différenciés. Donc, ça peut être des dépôts littoraux, deltaïques, sublittoraux, et pas nécessairement des sédiments à grains fins. Donc, et aussi, ce qu'on voit, c'est un seul et unique polygone. Et comme je l'ai mentionné précédemment, c'est une plaine qui est ponctuée de nombreux affleurements rocheux, de dépôts fluo-glaciaires, organiques, etc. Donc, il s'agit en fait d'une certaine déformation de la réalité, puisqu'on n'est pas capable d'établir la proportion du territoire qui est couverte par les sédiments glaciolacustes à grains fins. Donc, le premier objectif de nos travaux consiste à compiler, à intégrer et publier les données cartographiques et données géologiques d'une manière uniformisée. Donc, durant les 2 dernières années, avec mon collègue Louis Robertson, qui a accompli un travail monumental à cet effet, nous avons compilé plus de 36 cartes, majoritairement de la Commission géologique du Canada, mais également de l'OGS et du MNRF, qui ont toutes été converties au modèle de géologie de surface de la Commission géologique. Ce qui nous permet donc de traiter avec une seule légende que vous avez à votre droite, donc qui grossièrement représente une vingtaine d'unités cartographiques distinctes. Et à travers ces 36 cartes, on retrouve 4 cartes qui sont inédites, qui n'ont jamais été publiées. Donc, on aimerait ça les publier au format CGM. Et en tout et partout, en date d'aujourd'hui, on parle de plus de 161 000 polygones qui font partie du jeu de données. Ce qu'on voudrait faire à la fin, c'est publier un seul et unique jeu de données uniformisé, donc sur les différentes plateformes fédérales, donc OpenMaps et Geo.ca, afin qu'elles soient diffusées au grand public. Deuxième objectif, c'est de déterminer les propriétés géologiques et géochimiques du sédiment. Donc, les 2 dernières années, ce que nous avons fait, nous nous sommes concentrés sur ce qui était disponible dans les collections de la Commission géologique à Ottawa. En premier lieu, grâce à mon collègue Greg Brooks, nous avons pu réanalyser 165 mètres de carottes sédimentaires que ce dernier avait prélevées dans les 15 dernières années. Greg avait fait faire la tomodensitométrie à haute résolution, c'est ce qui correspond à l'image CT à votre droite. Et nous, ce que nous avons fait faire, c'est la géochimie à haute résolution avec un scanner ITRAX. Un bon exemple, vous le voyez avec le calcium sur le fer, qui nous donne vraiment, on voit vraiment les variations sédimentaires dans le sédiment. Et le but avec ces analyses, c'est d'avoir une image géochimique de la sous-surface à proximité de la surface. Donc, on a mis ça un peu sur le back burner en bon français pour se concentrer vraiment sur la surface. Lors des 2 dernières années, nous avons réanalysé plus de 800 échantillons qui proviennent des collections de la Commission géologique. Et pour analyser et interpréter les résultats, donc au final, on se ramasse avec un jeu de données d'une quarantaine d'éléments. Ça fait beaucoup d'éléments à analyser. Ce qu'on a décidé de faire, c'est les analyses en composantes principales, essentiellement, qui permettent de réduire à 6 ou 7 variables le jeu de données, essentiellement, et variables qui expriment la variabilité du jeu de données. Donc, tout ça pour supporter la modélisation spatiale. Avant de tomber dans les tenants et aboutissants de la géochimie, ici, il est important de comprendre que c'est bien connu, les variations régionales dans le TIL sont bien connues, et notre but était de reproduire ça a priori avec simplement des données géochimiques sans fournir d'informations au modèle. Donc, dans l'histoire glaciaire, dans le lac Ojibwe, il y a eu une réavancée glaciaire vers la fin de l'existence du lac, réavancée qui provenait de la plateforme du Tson. Plateforme du Tson qui est une plateforme carbonatée, donc la réavancée vers le sud a apporté beaucoup de carbonate dans le bassin. La limite atteinte par cette réavancée est bien cartographiée, donc c'est la ligne noire que vous voyez à l'écran, cartographiée à partir de la géomorphologie et de travaux de terrain. Donc, nous, avec les 134 échantillons que nous avons mis dans la première version du modèle,
sans jouer avec les données. Donc, on voit la répartition spatiale qui est plus ou moins uniforme. On a été capable de bien modéliser de manière satisfaisante la limite atteinte par ces carbonates avec la réavancée glaciaire. Donc, les carbonates, dans ce cas-ci, sont bien indiqués en bleu et le style régional de composition mafique plus celtique, donc un mélange hétérogène, est indiqué en rouge. Donc, on voit très bien la limite. Et grâce à mes collègues, Jean Veillette et Serge Paradis, pour ne pas les nommer, lorsqu'ils ont fait des travaux en Abitibi, ont également prélevé systématiquement des argiles glaciolacus, ce qui est très peu commun. Normalement, on prélève du til pour la glacioprospection, mais dans ce cas-là, ils en ont prélevé partout, du fait qu'ils ont reconnu l'importance de ces dépôts à l'échelle régionale. Ici, on a encore le même contexte régional, mais on vient rajouter une unité qui s'appelle le Gritty Clay, que j'ai indiqué avec le poncif pointillé sur la figure. Donc, le Gritty Clay, essentiellement, il s'agit d'une argile caillouteuse qui a été mise en place au sommet, dans la partie sommitale des accumulations glaciolacustes, par des glaces flottantes, pardon, qui ont délesté du matériel dans les argiles au fond du lac. Ces glaces flottantes, c'est essentiellement la désintégration de la glace qui avait réavancé dans le bassin. Et ce sont littéralement des dizaines de milliers d'icebergs qui se sont retrouvés à flotter dans le bassin. Et l'image LIDAR à votre gauche montre les traces que les icebergs ont laissées en raclant le fond du lac. Donc, il y en a des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers du côté ontarien. C'est vraiment partout. Donc, on le voit très bien avec le LIDAR. Et essentiellement, les résultats montrent que, encore là, les carbonates indiqués en bleu ont été apportés par la glace, se sont retrouvés en suspension dans les eaux du lac pour se déposer un peu plus loin, par exemple dans le secteur du lac Abitibi, qui est tout près de la Sarre et Matheson en Ontario. Mais on voit également que la géochimie qui est associée avec ces dépôts-là est différente de ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans les sédiments régionaux, le til régional et le til de Cochrane. Donc, ça va être investigué davantage point de vue géochimique. Donc, 2025-2026, essentiellement, ce qu'on a fait, on a une publication dans un journal scientifique international, donc avec mon collègue Étienne Brouard et Martin Roy de l'UQAM. Étienne Brouard étant à la Commission géologique à Québec. Nous avons développé une expertise dans la cartographie d'éléments glaciolacus et avec l'avènement du LIDAR du côté ontarien et même du côté québécois tout récemment, nous avons cartographié beaucoup de rivages et avons pu raffiner les travaux et faire une publication. Et nous avons présenté les résultats, moi-même et Étienne, lors du congrès Québec Mine l'an dernier, au mois de novembre. Et pour ce qui est de 2026-2027, essentiellement, c'est notre grosse année, nous allons continuer les conversions des cartes, cette fois-ci de l'OGS et du MNRF. Et il y a encore 1000 échantillons qui sont disponibles aux collections et qui, ceux-là, nécessitent un minimum de préparation, ce qui sera fait au laboratoire de sédimentologie à Ottawa pour des analyses géochimiques. Et également, il va y avoir une campagne de terrain au mois de juin qui sera une campagne conjointe avec des gens de l'UQAM, mais également avec des collègues de l'OGS. Et il y a une maîtrise qui va débuter au mois de septembre. L'affiche est présentement en ligne pour les applications et les résultats seront présentés au mois de juin à la conférence de la CANQUA à Montréal et également par des collègues à la conférence de l'INQUA qui aura lieu en Inde au mois de février l'année prochaine. Merci beaucoup.